À chaque jour, c'est merveille, à chaque jour, c'est grâce également. Et ma grâce aujourd'hui, que j'espère la vôtre aussi, c'est de me retrouver en bonne santé dans ce monde. Et j'ai le plaisir de me faire accompagner aujourd'hui par Heureuse Danodé. Bonjour Heureuse. Bonjour Rokakwenu, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous aussi? Je me porte également très bien. Bonjour chers téléspectateurs, je suis également très heureuse comme vous, Rock, d'être à vos côtés ce matin. Et ensemble, nous allons tenir en haleine nos téléspectateurs jusqu'à 8 heures. Absolument. Eh bien, au menu de ce 15e numéro de votre émission matinale, un sujet de couple duquel personne ne se soustrait, entre l'homme et la femme, qui décide de la limitation de naissance. Heureuse. En tout cas, je ne saurais répondre. Je ne souhaiterais d'ailleurs pas répondre maintenant. Nous avons déniché pour vous, mesdames et messieurs, des invités de grande marque. Absolument. Madame Marie-Odile Atanasso, le nom vous en dit certainement beaucoup. Elle sera sur ce plateau en tant qu'économiste et démographe. Nous aurons également Jérôme Chatigré, il est de la société civile et un socio-anthropologue, Dr André Gaga, qui sera joint au téléphone, mesdames et messieurs. Eh oui, avec ce profil de nos invités, on peut déjà s'attendre à une discussion assez riche, assez instructive pour chacun de nous. Absolument, et ne ratez surtout pas cette émission. Prenez donc au siège. Il y a également l'Instant Éco qui va parler de l'ananas. Aujourd'hui, vous savez que la variété pain de sucre est très prisée sur le marché international. Eh bien, nous allons parler de cet ananas qui est demandé par les consommateurs au plan international. Surtout pour sa qualité. Ouais. C'est bien vrai. Nous aurons aussi sur ce plateau un humoriste, les us et coutumes de l'ère Yoruba, un prénom africain, leurs influences sur les personnes qui les portent. Et le clip du jour aujourd'hui, eh bien, avant de découvrir tout ça, nous allons vous installer avec les merveilles du Bénin. Et voilà donc ces belles images. Nous étions à Pionco. Vous êtes touriste, vous venez au Bénin. Eh bien, ne manquez pas de faire un tour à Pionco. Vous avez vu également les richesses culinaires de cette partie du Bénin. Nous avons vu de l'iam pilé. Oh oui. Nous avons vu de la sauce avec du fromage dans la sauce. Vraiment, tout ça accompagné de l'iam pilé, bien sûr. Absolument, ça nous fait venir de l'eau à la bouche ce beau matin-là. En tout cas, je ne vais pas conseiller les téléspectateurs d'en consommer très tôt ce matin comme petit déjeuner. Ah non, attention, dans certaines localités, c'est leur petit déjeuner. Je sais même que c'est le dîner ailleurs. Hein? Le dîner, même le à petit 22 heures, déjeuner, on en consomme. même le goûter.
En tout cas, lorsque vous allez dans Oui. ces localités, Oui. eh bien, faites-vous plaisir, comportez-vous un peu comme les autochtones de cette oui, localité. Et puis, effectivement. vous allez profiter justement des bienfaits de s'aimer. Attention également à votre santé. Bon, après vous allez prendre quelques cachets. Oui, notre humoriste, il nous a rejoint. Eh oui. Il est déjà sur ce plateau. Tout à fait. Mais- Pasteur Zan nous revient aujourd'hui. Pasteur Zan s'est fait plus beau ce matin. Oh non, toi aussi. Très élégant dans son Non, mais style. sans modestie, je suis beau. Je le reconnais. Hein. Moi, je n'attends personne pour m'apprécier là. Ah oui? Ah, je m'apprécie. Dis donc. Ah, qui va se négliger? Personne, Ah, hein? mais soyons sérieux. Alors. Voilà, vous aussi, vous êtes beau. Hein. Ah, merci. Dieu a toujours recommandé de reconnaître quand quelqu'un est beau. Ah oui. C'est très important. Non, Oui. Ce mercredi, comme tu le sais, on a toujours des médicaments qu'on prescrit à des gens. Je suis là pour ça. Ah, d'accord. Tu vois. Mais Vous savez, tu es devenu docteur encore? mais non, écoute. Tu sais, au Bénin, nous sommes un peu bizarres. Nous avons des fonctions non déclarées et des fonctions déclarées. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Quelle tu est vois. votre fonction déclarée? Bon, ce qui est déclaré maintenant, je suis comédien humoriste, je suis là. Maintenant, ma fonction non déclarée, au moment opportun, vous le saurez. Donc, pour le moment, je triche. Donc, je prescris le riz à toute personne qui consomme des soucis comme de l'alcool. Je vous D'accord. assure que ça fait du bien. Ça fait du Ça, bien à la exactement. santé. Donc pour le moment, c'est ce que je fais. Tu vois. Et du coup, vous savez, il y a une action de gouvernement que les gens, ils n'ont pas vraiment vu les contours. Hein, quand je dis les contours, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu l'avantage que ça peut aller. Ils n'ont pas amené loin. L'alcotest, alcool-test. Ah oui. Le fameux alcotest. Je te dis. Mais ça n'a Beaucoup pas en ont fait prospéré. Non, ça a prospéré, mais c'est resté à la frontière. C'est resté à l'entrée des villes où il y a encore des trucs comme ça. Tu vois, moi, je devais pousser la réflexion. Mais ça a permis au moins de discipliner les gens. Oui, bon, Quand oui, ils tu sais. vont sur les lieux de fête. Non, le Béninois avec l'alcool, on a toujours des manières bizarres pour les habiller comme les 3 pièces. Tu vois, tu prends l'alcool, il y a des petits trucs que tu consommes. Alcool test même ne reconnaît pas que tu as pris l'alcool. Tu comprends? Maintenant, moi c'est-à-dire, si j'étais à la place des conseillers de l'État, je vais demander qu'on amène alcotest dans les foyers. C'est très important alcotest dans les foyers. Pourquoi? Voilà. Tu sais, lorsque par exemple toi, Rock, tu finis, bon, c'est vrai que tu n'es pas alcoolique, tu ne bois pas, ou bien. Bon, Je ok, ne suis d'accord. pas alcoolique, mais tu bon. tu Bon, il bois en de temps en temps. Je prends par moment. Non, De temps en temps. Voilà, donc Ça tu fait vois. plaisir. Donc, la manière de boire, ça varie. C'est-à-dire, c'est proportionnel à celui qui en consomme. Tu vois. Donc, normalement, quand la femme sent que son mari est venu à 19h, Oui. tu vois, pour empêcher un peu les gosses lots, on prend 2 pots, 3 pots, on prend des pots. Oui. Tu comprends? Donc, normalement, avant que sa femme ne pose un problème très important, la femme doit mettre l'alcotest dans sa bouche, dans la bouche du mari, pour voir le taux de degré, tu comprends, d'alcool avant de poser le problème. Parce qu'il y a des problèmes quand on pose, ce n'est plus la même personne qui réagit. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Effectivement, je ne vous arrête pas. On dit souvent que c'est sur ce que vous avez à l'intérieur de vous que Exactement. vous réagissez C'est quand- pour cela qu'un alcoolique finit de boire l'alcool et il sait qu'il est sous, il te gifle, il faut le gifler en même temps. Alors, si tu ne le gifles pas, le lendemain quand il se réveille, il se rend compte qu'il a giflé un roc. Tu comprends? C'est un peu bizarre. Tu vois? Donc l'alcool, c'est très important. Les gens, par exemple, ils ont envie de frapper leur femme. Tu vois? Et ils Ah, n'ont pas... non, mais là, je dis les gens... il faut ça, déconseiller ça. Non, on a tout déconseillé, mais ça existe. Tu vois, moi, je suis témoin, je suis pasteur, je suis témoin de beaucoup d'affaires. Mais il faut combattre ça. Mais on doit enseigner ça et sensibiliser. Tu vois, combattre, il y a beaucoup de foyers, 77 foyers, tu vois. Je constate que s'il y a un foyer par commune, on a 77 foyers. On ne peut pas être partout à la fois. D'accord. Donc, c'est la télévision qui va nous permettre quand même, comme un bouffon comme moi, de dire des choses. Ok. Tu vois. Donc, ils ont envie de frapper les femmes. Or, ce qui n'est pas conseillé. Tu vois. Et c'est des cons, moi je les appelle des cons, ils vont boire, ils se mélangent des alcools bizarres et ils viennent faire des actions. Et après, quand ils se rendent compte que c'est un peu bizarre, ils mettent ça sur le dos de l'alcool. de l'alcool ou de gris-gris. Et on leur dit soupa. Soupa, ça dit. Et de vomir. Tu vois, c'est des trucs bizarres. Pour dire que, non, la même personne qu'on ne va pas pleurer pour dire à sa femme que soupa, elle met sous tout. Elle lui-même ne se rend pas compte que c'est. Tu vois. Donc on doit demander à l'État de mettre alcotest. Pas pour les hommes uniquement, hein, même les femmes.
à la disponibilité des ménages. Voilà, et Surtout quand on veut pour les poser femmes. un problème très sérieux, la femme doit mettre l'alcotest dans la Pour bouche sa de son mari sécurité. pour voir quel est le degré d'alcool. C'est vice-versa. D'accord. Parce qu'on a tendance à oublier que la femme ne consomme pas l'alcool. La femme consomme l'alcool. Alors non, ça ne se voit pas. D'accord, merci. Merci, Pasteur Zane. Vous allez repasser vers la fin de cette émission pour Encore nous plus faire d'humour. rire comme vous l'avez commencé. D'accord. Il n'y a pas de souci. nous Sans allons... alcotest, certainement. Ah non, mais écoutez, Nous allons prendre congé de vous et puis c'est le moment de chanter hein, Effectivement. et de danser également. Eh oui, Heureuse. eh oui, tout à fait. Et l'artiste qui nous accompagne aujourd'hui s'appelle Master Kid dans le titre Vovo. Vovo, oui. C'est un rythme assez dansant. Eh bien, avec la complicité technique de notre réalisateur du jour, Gilles Armel Gbayen, nous allons commencer déjà à écouter cette belle mélodie. Oui, merci à toi, Vovo. Ouais. Eh oui. Savourons ensemble. Wamono bire suna gaze Lipon tuele bina iwiwa Dwa ihon bailo mahomere Aruna tuna ojele swana yo Egbe we mirona fonzan Amadonu le amabonu le Moche mere manso de numere Ina wanu mona golo wiyan Ewe zon jija nyere ma Ina wanu mona golo kento Ewe zon kere mare ma Yero de fuego lo cheni omba Merele no le lo cheni ble Au manano Yeto managle Akuno ikame ochi managle Yero de fuego lo mitoni om Merele no le no towe ni ble Au manano Towe managle Akuno ikame o towe managle Mijo mi do ma foja Vovo Sawe no do minjielo Mama lune Vovo Wecho bolu zani ku Mijo mi do ma foja Vovo Sawe no do minjielo Mama lune Vovo Koi Wenu ya jiwe Mende mande we Wenu uve me Oh Maua se degbe twe Bonu le bina mache Wenen weke non rokpo Mon frère tu n'as pas raison Laisse ta jalousie L'hypocrisie ça n'apporte rien Amochonou tana uli besego Alik montona sudo Melo de fuego lo cheni omba Merele no le lo cheni ble Au manano Yeto managle Akuno ikame ochi managle Wero de fuego lo mitoni omba Merele no le no towe ni ble Au manano Towe managle Akuno ikame o towe managle Mijo mi do ma goje Vovo Sawe no do minjielo Mama lune Vovo Wecho bonu zani ku Mijo mi do ma goje Vovo Sawe no do minjielo Mama lune Vovo Koi Juda Kutoku, ewe zombo jireme, ni we foma ni mereto, vero foro vivo me, comero foma no kutoku, ewe zombo jireme, ni we foma ni mereto, mani mereto, mani mereto, mi do ma goje, so no do menjielo, mama lune, we chobo zani ku, mi do ma Master Kid, nous avons beaucoup dansé ici. Hein. J'espère que vous l'avez également fait chez vous. On continue de danser et on va danser Master Kid qui va nous revenir à la fin de cette émission pour nous permettre de la clôturer en beauté justement. En tout cas, c'est une prière que nous faisons. C'est une prière, oui. Ce beau matin et surtout, laissons tomber les commérages, pensons au développement, notre développement personnel, le développement de la nation et faisons taire tout ce qu'il y a comme souci, palabres à côté. Et tout, exactement. Voilà, et on danse Vovo. Chacun avec son destin.
Chacun aura sa part de façon différente. Eh oui. C'est ça. Alors, à présent, mesdames et messieurs, on a assez dansé. On va installer à présent le plateau. Et si on en parlait? Voilà. Et si on en parlait, oui, Karamat, oui, beaucoup Oui. d'ailleurs, beaucoup de téléspectateurs se posent d'ailleurs la question, elle est où? C'est vrai. Depuis, on n'a pas signalé son absence. Eh oui, quelques soucis de santé, heureuse est là ce matin pour vous rendre encore plus heureux. Tout à fait. Et merci de m'accompagner. J'ai failli dire Karama tout à l'heure. Je lui souhaite un prompt rétablissement Eh oui, pour effectivement. me retrouver. Eh oui, tout à fait. Mais pour le moment, Oui. Je ne suis pas prenez moins du heureux. plaisir. Je ne suis pas Mais moins voilà. heureux avec heureuse. Mais voilà, voilà. Alors, le sujet de notre débat du jour, ça suscite parfois de violentes altercations entre époux. Ouais. Le nombre d'enfants à faire. Ouais. Qui est-ce qui décide de la limitation de naissance dans le couple, Oui, Roch? c'est une grande question, hein, une grosse interrogation. Et nous avons fait venir sur ce plateau pour en parler des spécialistes. J'ai le plaisir, je vous l'annonçais, à l'entame de cette émission, j'ai à présent le plaisir de vous présenter Madame Marie-Odile Atanasso. Elle est ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle nous fait l'honneur de répondre favorablement à notre invitation. Mais sur ce plateau, elle ne porte pas la casquette de ministre, d'ancienne ni d'ancienne ministre. Elle porte plutôt la casquette d'économiste et de démographe. Oui. Merci, Madame Odile Atanasso, d'être sur ce plateau. Merci, bonjour à vous. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Ah, merci à vous Au pour débat, l'honneur. c'est ce que je sais faire de mieux, c'est éduquer, enseigner, et puis je suis dans mon domaine. Absolument. Merci de m'avoir invité. Absolument, le plaisir est partagé. Eh bien, notre second invité, il est en route, il va nous rejoindre. Son siège est là, comme vous le voyez. C'est Monsieur Jérôme Chatigré. Il est acteur de la société civile. Il va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Il n'est plus loin. Mais en attendant, nous allons commencer le débat oui. avec Madame. Vous savez, Madame, l'enfant en Afrique, et particulièrement au Bénin, est une richesse. Et cette richesse se définit surtout par rapport au nombre d'enfants que vous avez. Et dans un ménage, par le passé, une femme pouvait en faire jusqu'à 7, 8, 9, voire 10. Ah ben, plus que 10. J'en connais qui ont plus de 10 enfants. Vous voyez. Plus de 12 même. Mais moi, je me seule dame. limite à 10. Elle fait 10 sans aucun problème. Oui. Mais aujourd'hui, on a constaté que ce n'est plus le cas du tout. Les naissances sont limitées généralement à 2 ou 3, tout au plus. Et on ferme la baraque. On ferme la baraque. Je voudrais comprendre, en tant qu'économiste, en tant que démographe, qu'est-ce qui peut expliquer ce changement de paradigme? Merci, madame et monsieur les journalistes. Oui. C'est vrai, vous avez fait un constat, mais le constat n'est pas totalement vrai. Ah bon? Puisque les chiffres que vous donnez ressemblent un peu plus aux chiffres que nous observons dans le milieu urbain. Dans le milieu rural, les gens continuent de faire 6 enfants par femme, 7 enfants par femme. L'indice synthétique de fécondité est de 5,7 enfants par femme, qui n'a pas changé depuis 1996. Ouais. Maintenant, vous me posez la question, pourquoi est-ce que nous limitons les naissances dans le couple actuellement? Oui. Mais vous savez, même par le passé, en milieu urbain, les gens continuaient à faire beaucoup d'enfants. Mais pourquoi en milieu urbain aujourd'hui, il y a ce revirement? Il y a toujours un décalage entre le milieu urbain et le milieu rural, qui tourne autour de près de 2 enfants par femme. Parce que dans le milieu urbain, nous n'avons pas les mêmes conditions. Ouais. Et nous n'avons pas les mêmes contraintes. Celui qui est dans le milieu urbain, un couple dans le milieu urbain a déjà des contraintes d'habitation, des contraintes de déplacement. Oui. C'est des gens qui ont une certaine valeur, qui intègrent déjà leur choix de vie, contrairement à celui qui est dans un milieu rural.
pour ces couples-là, c'est Dieu qui donne l'enfant. Donc, il n'y a pas autant de contraintes que dans le milieu rural. Donc, il y a toujours eu un écart entre le milieu rural et le milieu urbain. Ce qu'on constate, c'est que effectivement, dans le milieu urbain, le niveau atteint 3 enfants par femme. Et ça se remarque le plus chez les couples les plus instruits. Oui. Les couples les plus instruits qui ont un niveau de fécondité plus bas. Ouais. Et ceci parce que lorsque vous êtes instruit, vous avez d'autres valeurs que vous rentrez dans la décision de faire un enfant, qui est une décision économique. Et faire un enfant, généralement, les gens disent, oui, bon, même celui qui dit c'est Dieu qui donne, c'est une décision économique. Parce que le mot économicus essaie de satisfaire sa satisfaction maximale, mais tout en réduisant les coûts. Lorsque vous êtes dans un milieu rural, vous n'avez pas beaucoup de contraintes. Le coût d'élevage, l'hébergement, c'est des coûts que vous rentrez dans le coût d'élevage de l'enfant. Mais puisque vous ne les mesurez pas de façon réelle dans le milieu urbain, vous en faites beaucoup. Vous laissez le choix à Dieu. Alors que dans le milieu urbain, vous avez le logement à payer, le déplacement à payer, les baskets de l'enfant à payer. Donc, l'eau, l'électricité, nous avons des moyens limités. Mais est-ce que vous pensez que si tout ce que vous citez là était à la portée des couples en milieu urbain, ils feraient autant d'enfants qu'on le fait en milieu rural? Si tout ce que je cite était à la portée du couple, c'est-à-dire s'ils ont l'espace et tout ça. L'espace, le logement, l'hébergement facile, ça ne coûte rien du tout, le transport facile, les baskets, ça ne coûte pratiquement rien. Est-ce que vous pensez que les couples en milieu urbain vont se permettre d'aller au-delà? Généralement, la population du milieu urbain, c'est une population instruite, qui a un certain niveau d'instruction. Comparativement au milieu rural, c'est dans tous les pays, il y a les plus instruits se retrouvent à la ville. Lorsque vous avez un niveau d'instruction, vous avez d'autres valeurs que vous recherchez dans vos enfants. On parle de Becker, parle généralement de la population qualité, au lieu de la population quantité. Donc, lorsque vous arrivez là, même si on vous donne toutes les conditions, vous allez réduire parce que vous aspirez à de grandes études pour vos enfants, vous aspirez qu'ils voyagent, vous aspirez qu'ils aient les moyens de déplacement, très tôt une voiture, donc vous allez les réduire de vous-même sans qu'on ne vous oblige à le faire, même si vous avez toutes les conditions, toutes les facilités. Parce que vous n'avez plus les mêmes valeurs intrinsèques lorsque vous voulez prendre la décision de faire un enfant. Parce que faire un enfant, c'est une décision économique. Vous calculez ce que ça vous rapporte par rapport à ce que ça vous rapporte. Mais est-ce qu'on doit résumer cet être-là à l'économie? Parce que de l'autre côté, au niveau rural, mais le papa du village, avec les travaux champêtres, il vous dira également que oui, il y a la quantité, mais la qualité aussi y est. Les grands entrepreneurs, parfois, ne sont pas, lorsqu'ils veulent parler de qualité, aussi intellectuelle que ça. Oui, vous savez, au niveau du village, c'est vrai, ils vous diront qu'ils vont réduire peut-être le niveau de contrainte, parce que c'est une question de contrainte. Lorsque vous avez la contrainte d'instruction, de niveau d'instruction, de moyens, vous pouvez réduire vos enfants. Lorsque vous avez aussi la contrainte de pauvreté, vous pouvez réduire votre niveau de fécondité. Parce que quand on parle généralement de démographie, de transition démographique, il y a plusieurs types de transition démographique. Effectivement. Et la transition démographique qui commence par le Moyen-Âge avec l'industrialisation, donc on est passé de l'agriculture, de plus en plus on a commencé par aller vers l'industrie, donc on n'avait plus besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour travailler dans l'agriculture, donc on a commencé par réduire le niveau d'instruction et le niveau de fécondité. Et il y a la transition par le niveau d'instruction. Vous avez un niveau d'instruction élevé, vous réduisez. Mais ce que nous constatons en Afrique et en Amérique latine, c'est la transition par la pauvreté. C'est-à-dire, même au village où les gens trouvent qu'ils n'ont plus beaucoup de moyens, ils n'ont plus beaucoup de facilités, l'enfant ne peut plus circuler. Avant, l'enfant pouvait circuler en ville chez la tante, chez l'oncle, et pouvait être des enfants domestiques ou bien des enfants qu'on va élever ailleurs. Tout ça fait que, même dans le milieu rural maintenant,
les gens sont obligés de réduire leur niveau de fécondité. Et ça, c'est une transition par la crise, généralement. Ok, très bien. Entre-temps, nous avons été rejoints par notre second invité. Oui, Monsieur Chatigré, c'est bien ça? Chatigre. Chatigre. Oui, Heureuse me le disait hier. Bon, moi, je prononçais Chatigré. Non, mais en fait, lorsqu'on n'est pas convaincu de parfois sa réponse, voilà, en fait, quoi. Oui, Monsieur Chatigre Jérôme, vous êtes acteur de la société civile. Merci d'être sur ce plateau. Et comme vous le savez, nous parlons aujourd'hui de cette épineuse question de limitation des naissances qui fait parfois beaucoup de bruit dans les ménages. Alors, dites-nous, pourquoi aujourd'hui on ne fait plus, surtout en milieu urbain, comme le disait tout à l'heure madame avant votre arrivée, en milieu urbain, on ne fait plus beaucoup d'enfants comme par le passé et comme dans les milieux ruraux. Merci, monsieur le journaliste. Ouais. Je voudrais saluer madame le ministre. En fait, aujourd'hui, la tendance est de limiter les naissances entre griffes. Parce que moi, je parlerai d'espacement des naissances. D'espacement des naissances. D'espacement des naissances parce que je suis spécialiste en matière de planification familiale. Et il faut reconnaître que en Afrique, avant, on avait besoin de la main-d'œuvre. L'industrie n'était pas développée en Afrique. On vivait de l'agriculture, surtout de l'agriculture. Donc, et l'agriculture, non pas industrialisée, mais mécanique. Ouais. Donc, on avait besoin de la main-d'œuvre. Donc, on considère l'enfant comme une richesse. Tout à fait. Donc, celui qui a beaucoup d'enfants est riche. Il cultive beaucoup. Beaucoup. Donc, il peut embraser beaucoup de terres. D'où il faut avoir beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, les donnes ont changé. Il y a le développement. Et il y a la cherté De la vie. de la vie. Et tout le monde comprend aujourd'hui qu'il faut éduquer l'enfant. Il faut que les enfants aillent à l'école. Et éduquer l'enfant, ça a un coût. Et on voit l'autre éduquer son enfant. Tout le monde veut que son enfant devienne ministre. Bien sûr. Médecin, enseignant. Mais tout ça là, c'est des moyens. D'où il faut commencer par limiter les naissances. Tout à l'heure, vous avez parlé d'espacement de naissance. Lorsque vous parlez d'espacement de naissance, ça veut dire qu'on ne limite pas. On peut décider, par exemple, d'un écart de 2 ans ou de 3 ans entre 2 enfants, et puis on continue d'en faire autant qu'on le peut. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est quand le monsieur peut-être il dit, compte tenu de mes moyens, un peu comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien, je me limite à 2, pas plus. C'est de cela qu'il est question. Mais l'autre chose aussi, et qui fait que ça chauffe beaucoup dans les ménages, c'est que certaines femmes ne sont toujours pas d'accord avec leurs hommes qui veulent limiter le nombre de naissances. Parce que l'homme se dit, aujourd'hui je n'ai pas les moyens, mais plus tard quand j'aurai les moyens, je pourrai en faire. Alors que la femme de l'autre côté, elle a un facteur temps qui joue contre elle, et par finir, eh bien, elle met l'homme devant le fait accompli. Est-ce que cela devrait se passer comme ça? Ah oui, bon, C'est dans les deux cas, hein, Roch. C'est dans les deux cas. Votre question a 2 volets. Le premier, vous avez parlé de limitation. Je vais revenir. L'espacement ne veut pas dire limitation. Ok. Ça, vous avez parlé de l'intervalle intergénésique, c'est-à-dire les 2 ans, un minimum de 2 ans qu'il faut respecter. On dit planifier les naissances. Quand tu veux construire ta maison, on commence par un plan. Tout à fait. Donc quand tu veux, aujourd'hui, quand tu veux avoir des enfants, il faut les planifier. Ok. Je sais que je suis jeune, je veux avoir des enfants médecins. Donc je dois planifier. Tout à fait. Je sais que bon, si j'ai 3 enfants, si j'ai 2 enfants, avec mon boulot, je pourrais
subvenir à leurs besoins, je pourrais supporter leur éducation pour qu'ils deviennent médecins. Donc, il faut que je planifie. Donc, je vais pouvoir espacer les naissances pour ne pas avoir beaucoup d'enfants. Donc, j'espace les naissances avec les méthodes modernes de contraception. Donc, ce ne sont pas des méthodes irréversibles. D'où on parle d'espacement. Parce que quand on dit limiter les naissances, c'est-à-dire on voit ce que les populations voient souvent, c'est que quand on bloque les naissances. Mais il y en a quand même, on a de ces cas, n'est-ce pas? Oui, il y a des méthodes. Est-ce à dire, selon vous, qu'aujourd'hui, limiter les naissances, vous n'optez pas pour la limitation, mais vous conseillez l'espacement des naissances? Moi, je n'opte pas pour la limitation. Je conseille l'espacement, c'est-à-dire que, comme le journaliste l'a dit tout à l'heure, je peux être jeune, je dis, bon, pour le moment, je fais 2 enfants. Mais ma condition de vie peut changer à un moment donné, peut devenir riche. Et puis là, je voudrais en avoir plus, parce que je peux supporter plus. Mais à ce moment, madame ne serait peut-être plus disponible, peut-être qu'elle serait déjà frappée par ce que vous savez. La ménopause, il faut le dire. Au niveau des femmes, la situation, ce n'est pas la même situation. C'est notre contexte sociologique. Notre contexte social ne permet pas aux femmes de ne pas avoir d'enfants. Une femme mariée, automatiquement, elle veut déjà avoir d'enfants. Et ce n'est pas la même conception chez l'homme. C'est-à-dire que la femme qui n'a pas d'enfants est étiquetée et elle est stigmatisée dans sa société. Donc, quand elle n'a pas d'enfants, il y a beaucoup d'idées qui circulent autour d'elle. Donc, elle veut coûte que coûte avoir d'enfants. On dit dans notre milieu... Il y en a également qui, oui c'est vrai, elles veulent avoir d'enfants, mais elles limitent parce qu'elles se disent, écoutez, je ne veux pas que mes seins tombent, je veux rester toujours jeune, je veux garder la ligne. Non. Même chez le premier geste, parfois les seins tombent déjà chez certaines femmes. Oui, on peut faire 3 à 4 enfants sans que les seins ne tombent. Tout dépend de l'entretien. C'est une question... D'accord. Madame, est-ce que vous ne pensez pas que c'est vrai que le fait de limiter les naissances à 2 aujourd'hui ou à 3 est un effet de mode? On veut copier ce qui se fait à l'Occident. Parce que quand vous prenez effectivement les couples à l'Occident, généralement c'est même un enfant. Ça leur va 2, 3 au plus. Et quand vous prenez les grands hommes, les grandes personnalités, généralement, se limite à 2, à 3 au plus. Est-ce que vous ne pensez pas que, bon, c'est pour un peu copier ceux-là que, bon, nous aussi, nous sommes en train de... Ce n'est pas un effet de mode, hein, c'est l'évolution des choses. Et lorsque vous avez, comme vous avez dit tantôt, vous avez un temps qui est réservé à la fécondation. Mais lorsque vous allez à l'école, vous réduisez votre temps d'exposition au risque de concevoir. Effectivement. Systématiquement. Ceux qui font surtout les longues études. Voilà. Systématiquement, quand vous faites de longues études, vous ne pouvez plus avoir autant d'enfants. C'est comme si vous aviez commencé à 15 ans. Parce que si vous faites de longues études, ça veut dire que vous allez vers les 25 ans déjà. 24 ans, 25 ans, 27 ans, parfois 30 ans. Bien sûr. Il ne vous reste que la 30 peut-être 40 d'une dizaine d'années. Donc, l'exposition au risque de concevoir se réduit. Et lorsque vous êtes déjà à cette étape-là, même votre corps ne peut plus rapidement concevoir parce que dans la courbe de fécondité, c'est une courbe de fécondité qui généralement est à son pic autour des 24-25 ans. Ça veut dire que lorsque vous avez dépassé 25 ans, vous êtes déjà dans la pente descendante. Donc tout ça joue. Même si vous voulez avoir plus, vous êtes parfois, votre corps ne peut parfois pas l'accepter. Mais ce n'est pas un effet de mode. C'est une suite logique des choses. Et le niveau de fécondité, vous savez, lorsque vous voulez faire des enfants, comme je dis, c'est une décision économique. Comme il a dit aussi, vous calculez. Bon, c'est bien de parler plus de planification familiale parce qu'au niveau macro, au niveau de la politique, nous devons parler de la planification familiale, d'espacement de naissance. Mais au niveau micro, dans un ménage, vous pouvez réduire. Parce que ça,
c'est votre décision personnelle. Personne ne peut rentrer dans votre lit et vous obliger à faire, à ne pas faire. Le choix de réduire à 2, à 3, c'est qu'on voit tout ce que l'enfant peut coûter. On dit le coût d'élevage d'un enfant revient plus cher lorsque vous êtes soit en ville, soit vous avez un niveau d'instruction élevé, parce qu'au lieu d'aller au marché lui acheter une basket chinoise qui coûte peut-être 1000 francs, il va vous dire, moi j'ai besoin d'un Nike, j'ai besoin de ceci, qui va coûter 20 000 francs. Vous êtes limité par vos moyens, donc du coup, vous êtes amené, qu'on le veuille ou non, à réduire le niveau de fécondation. Ce n'est pas un effet de mode, c'est une suite logique. Mais moi, je voudrais quand même savoir, hein, M. Chatigre, est-ce que les parents également ne mettent pas la pression à l'homme? Souvent, quand c'est la femme qui décide, qui a l'idée première de commencer par penser à la limitation de naissance, est-ce que les parents de l'homme aussi ne mettent pas la pression à l'homme quelque part? Non, bon, est-ce qu'on va dire que ce sont les parents? J'avais dit tantôt que c'est la société, c'est le milieu. C'est le milieu qui met beaucoup plus de pression. Même si on ne parle pas, la femme, elle, en tout cas, le couple, l'un ou l'autre, on sent cette pression-là. Surtout le phénomène se fait remarquer beaucoup plus dans les milieux ruraux qu'en milieu urbain. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a même chez nous au Bénin, il y a des ménages qui ont plus de 115 enfants. Ah oui, bon. 115 enfants, une cinquantaine d'enfants, même actuellement. Même pas de la même femme. Même 147, je crois. 147 le record, enfants. je crois. Oui, donc, au fait, comme l'a dit Madame le ministre tout à l'heure, la pression, c'est beaucoup plus sur la femme. Oui. C'est peut-être la belle-mère qui vient et dit, mais l'enfant a déjà grandi, l'enfant est déjà grand. Il y a même une expression, et via sous état mouillant. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ce genre de belle-mère existe. Parce qu'avant, la belle-mère venait garder l'enfant avec vous. Oui. Mais les belles-mères, actuellement, ne gardent plus l'enfant avec la femme. Non, des belles-mères intellectuelles. Ah oui, du coup, vous pouvez vous encourager même à ne pas en faire de façon répétée. Mais ça va vous dire, ah oui, mais moi, je dois aussi faire mes affaires. Donc, tout ça rentre dans la ligne de compte. Et puis, des fois, on est obligé. Très bien. On n'a plus les mêmes facilités qu'avant. Oui. Nous allons à présent écouter les citoyens. On en a rencontré quelques-uns dans la ville de Cotonou. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette affaire de limitation des naissances dans les ménages? Eh bien, Jennifer Esmeralda Sativi leur a tendu son micro. Écoutons-les. Si un parent décide de nous faire naître 3 ou bien 4 enfants, ça veut dire qu'il a déjà évalué certaines choses. Sa potentialité de garder les enfants, parce qu'au Bénin maintenant, malgré qu'il n'y a pas de travail, les choses sont très chères, la scolarité, et les nourritures, tout sont très chères. Donc, à voir tout ça, certains parents décident de ne pas faire beaucoup d'enfants. Si tu as 4, 5, 6 enfants, comment tu vas les nourrir? Comment tu vas faire tout là, leur protection? Donc c'est ça. Dans la vie, il faut seulement avoir 2 enfants. Et ce qu'on dit à ton aîné, c'est déjà bon. On a encadré vite, on a rien ça. Moi, ça, papa, là, nous a dit, on a dit, ça est tant, on a dit, aux amis, peut-être on a vu quoi, si vous êtes là, donc, quelqu'un a d'autres. Et moi, là, on a le trop tard, on a quelqu'un va voir quoi. La limitation des naissances a commencé par la volonté des parents, ce qui suffit du couple, à savoir de la femme et de l'homme. Mais souvent chez nous, comme on est en Afrique, et ce qui pèse, c'est la voix de l'homme. L'homme qui décide un jour de dire « je ne vais plus faire d'enfants parce que les charges là, c'est trop ». Donc, c'est de là où la soumission de la femme, où la femme qui veut se faire respecter au foyer est obligée d'écouter son homme et d'accepter, même si elle n'est pas d'accord. Je pense que c'est aux 2 couples de décider. Je ne peux pas dire que c'est la femme ou bien l'homme seul qui va décider. La femme peut décider et l'homme va dire non, toi tu veux 3 enfants, mais moi j'en veux 5. L'homme peut dire moi je veux 3 enfants, mais toi tu en veux 5. C'est à eux de décider ensemble. Je pense qu'ils pourront s'entendre quand même.
Elle pense qu'ils pourront s'entendre quand même. Vous avez écouté les citoyens. Ils ont dit beaucoup de choses. Votre réaction? Oui, ma première réaction, c'est que ce micro-trottoir est réalisé en ville. Oui. C'est réalisé en ville. Oui, à Cotonou. À Cotonou. Oui. Donc, si c'était réalisé à Plakoué, ou bien à Djakotomé, ou bien à Tchoumi, on n'aurait pas avoir le même son de cloche. Et on a vu qu'ils ont beaucoup plus opté pour la limitation des naissances. Réduction. Oui, la réduction des naissances. Donc, ils ne veulent pas avoir beaucoup d'enfants. Donc, ça rentre toujours dans le cadre de ce qu'on disait. Et il faut pouvoir supporter ces enfants. Il faut pouvoir s'occuper de l'éducation des enfants. Donc, c'est le véritable problème qu'ils ont posé. Et c'est réel aujourd'hui. Même certains, je prends par exemple l'intervention du conducteur de Zemi, il est allé au-delà. Hein. Il a dit, il pense déjà aux enfants maintenant, mais après, lorsqu'il sera grand-père, est-ce que ces enfants, en faisant beaucoup d'enfants, pourront pas penser à lui s'ils n'ont vraiment pas le gagne-pain nécessaire? Quelle est votre relation aussi à vous après avoir lu, après avoir suivi? Non, je pense que c'est chacun exprimer ce qui est réel. Moi, je pense, même si on va dans le milieu rural, le discours ne sera pas si différent. Parce qu'avant, on dit il faut avoir des enfants, tu peux les confier à Paul, Pierre, à Jacques en ville, et on en fait, et puis on envoie. Maintenant, on ne peut plus. Personne ne veut plus garder l'enfant de quelqu'un. Et puis les politiques actuellement, c'est tout le monde à l'école. Oui. On n'avait même plus la possibilité d'avoir des vidéomégons, des enfants confiés et tout ça. Donc, toute la charge revient au ménage, même dans le milieu rural. Donc, du coup, comme je disais, c'est une transition par la crise. Tout le monde est devant maintenant la contrainte de coût d'élevage des enfants est systématiquement réduit. Je pense que les gens, ils ont dit la vérité et on devrait avoir dans le couple un discours où on s'assoit et on décide. Ça ne doit pas être imposé ni par l'homme ni par la femme. C'est ça. Nous tenons compte de nos réalités, de nos contraintes et nous planifions. OK. Mais merci beaucoup à vous, madame. Nous allons entrer en liaison téléphonique avec notre socio-anthropologue qui est déjà en ligne. Bonjour, docteur André Gaga. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous êtes enseignant chercheur, socio-anthropologue et enseignant chercheur. On parle aujourd'hui de la limitation des naissances dans le couple. Autrefois, ce n'était pas le cas, mais maintenant, beaucoup optent pour un nombre limité d'enfants dans le ménage. Comment expliquez-vous sociologiquement ce changement de comportement? Plusieurs raisons, n'est-ce pas, peuvent expliquer ce comportement que nous constatons de plus en plus. L'une des raisons majeures que moi j'ai l'habitude de citer, c'est la situation, la cherté de la vie. Autrefois, l'enfant était une richesse pour la famille et on pouvait mesurer, n'est-ce pas, la richesse d'un ménage au moyen, n'est-ce pas, du nombre d'enfants. Parce que plus vous avez des garçons, mieux votre champ est élaboré et mieux votre nom de famille est élevé. On peut le dire ici. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Un enfant égale à beaucoup de charges. Tout à fait. Liées à son éducation, à son suivi et tout. Donc, c'est beaucoup plus sérieux aujourd'hui. Et ça coûte cher. D'accord. Vous savez... Oui, vous savez, c'est vrai que la vie coûte très cher aujourd'hui. On dit que l'Afrique a besoin de se peupler. Mais est-ce que vous pensez qu'à travers cette limitation de naissance, cette réduction du nombre d'enfants, cet objectif pourra être atteint? L'objectif du développement, c'est ça? Oui. Bon, ce débat, c'est un débat sempiternel entre ceux-là qui pensent qu'en limitant le nombre de naissances, on pourra viser un développement durable de l'Afrique. Le débat est toujours là, mais ma position est que s'il faut faire beaucoup d'enfants et ne pas pouvoir assurer
leur éducation, de faire cette affaire de ces enfants des capitaux humains pour le pays, là, ça devient grave. Parce que si l'enfant ne reçoit pas l'éducation qu'il faut, il devient danger pour sa société. Tout à fait. Et la conséquence, c'est que les prisons sont remplies et nous avons des divorces sociaux par-ci, par-là. Et en même temps, ce nombre d'enfants qui pouvaient faire développer le pays devient en même temps une menace pour ce dernier. Donc, pour ma part, on doit chercher l'harmonie. On doit chercher l'harmonie entre le nombre d'enfants et nos ressources pour pouvoir assurer un développement durable. Ok, mais quels peuvent être les impacts économiques de ce phénomène que nous constatons? Est-ce que cela avantage les pays en voie de développement ou bien cela les dessert? À mon avis, ça avantage les pays en voie de développement. Vous connaissez, le phénomène est là, hein, le sous-développement bat son plein et la pauvreté est là. Et puis, lorsque nous regardons ce qui se passe autour de nous, je pense que on doit pouvoir quand même réduire, limiter le nombre d'enfants. D'accord. Merci. Pas d'une manière occidentale. Mais à combien selon vous à peu près? Bon, j'ai souvent dit 4 enfants, c'est bon. 4. 4, c'est bon. D'accord. Si Dieu vous donne la chance de faire 2 filles, 2 garçons, oui. C'est bon là. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr André Gaga. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue et enseignant-chercheur. Merci de votre contribution à ce débat. Merci, c'est moi. Oui. Nous revenons sur ce plateau. Madame la ministre Odile Tanasso, vous avez entendu le sociologue parler. Il estime qu'il faut aller jusqu'à 4 enfants. Il ne faut pas limiter les enfants à l'européenne. Est-ce que vous pensez que... Oui, c'est sa conception. Oui, il a mesuré ses forces. Vous dites 4. Oui. D'autres vous diront, oui, bon, 6. C'est pas vrai que tous ceux qui sont riches font moins d'enfants. J'avais cette question à vous poser. Non, ce n'est pas toujours vrai. Parce que quand vous allez dans les pays européens, les plus grands riches ont beaucoup d'enfants. C'est aussi, vous avez les moyens pour subvenir à leurs besoins. Vous avez une valeur que vous avez mise dans l'enfant. Donc, les schémas ne sont pas calqués d'un pays à l'autre. L'environnement socio-culturel, vos moyens de financement, tout ça compte. Bon, c'est vrai que de plus en plus, on constate que c'est un schéma, l'alimentation va de soi. Comme j'ai dit, c'est beaucoup de facteurs. C'est ça. Il y a l'environnement, il y a l'instruction, il y a la taille des habitations. Et c'est tout un ensemble. Oui. Il y a la politique nationale aussi. Tout à fait. Peut agir sur... Et par rapport à ça, c'est vrai que la politique nationale n'a pas encore ordonné un nombre d'enfants aux Béninois. La promotion actuelle, c'est l'espacement des naissances. Tout à fait. C'est politiquement correct. C'est politiquement correct. Vous êtes, je rappelle que vous êtes démographe. Et c'est pourquoi je voudrais vous poser cette question. Je l'ai posée tout à l'heure aux socio-anthropologues. On dit l'Afrique a besoin de se peupler pour son développement. Mais le fait de limiter les naissances, de les réduire, un peu comme en Europe, certes, il y a les conditions qui contraignent les ménages à le faire. Est-ce que vous pensez que cet objectif de peuplement du continent peut être atteint dans ces conditions? Bon, comme il dit, le débat population-croissance, c'est un débat aussi vieux que le monde et on n'arrive jamais à trancher. Moi, je ne suis pas malthusienne, je ne souhaiterais pas qu'on limite les naissances pour les limiter. D'ailleurs, les pays qui ont connu la transition démographique, et je dis généralement les transitions démographiques, personne ne les a obligés à limiter leur naissance. Je parle au niveau macro. Au niveau macro. Personne ne les a obligés. C'est les conditions, l'environnement, le développement, tout doucement, qui ont conduit au choix de réduire le nombre d'enfants.
Oui, l'Afrique a besoin de main-d'œuvre, mais de quel type de main-d'œuvre nous avons besoin? Si il faut peupler l'Afrique de gens non instruits, de populations non instruites, qui n'ont pas les moyens de survivre, qui n'ont pas les moyens de vivre, qui sont mal nourris, mal nutris, sans instruction, je crois que ce type de population, on n'en a pas besoin, il vaut mieux limiter. D'accord. Mais si par contre, nos dirigeants se sentent responsables, exploitent mieux les ressources, font une bonne gouvernance, nous pouvons avoir une population plus nombreuse parce que la population est une puissance. Vous voyez l'exemple de la Chine. Effectivement. Alfred Sauvy disait depuis les années 1800 que la population est une force parce que vous avez un marché de consommation, vous pouvez produire à rendement d'échelle décroissant et vous allez inonder le monde comme fait la Chine. Mais si la population n'est pas de qualité, si nos dirigeants n'ont pas une bonne gouvernance et que la population est mal nutrie, mal éduquée, souffre énormément, il y a plein de pauvres, je pense que nous devons être responsables et faire le choix d'une parenté responsable. Tout à fait. Et amener les gens à décider. Très bien. Sinon, la population est une force, comme ça peut être une faiblesse également. C'est bien entendu. Nous allons passer, les téléspectateurs ils sont nombreux à nous écrire et à participer à ce débat. Avant de vous passer la parole, nous allons lire quelques messages. Oui, le message qui s'affiche déjà, on dit la décision de décider du nombre d'enfants, la décision doit se faire ensemble. C'est ça la communication. Il faut convaincre l'autre du bien fondé de sa décision. Mais c'est normal qu'une femme qui a un enfant de 7 ans veuille un deuxième geste malgré les arguments de son mari. Elle ne saura entendre raison, surtout quand rien ne leur empêche d'en faire et que les conditions sont réunies pour. Je connais un monsieur qui a dit à sa femme, après le deuxième geste, qu'il ne veut plus d'enfants car n'ayant plus de moyens, mais n'a pas hésité à faire 3 gestes au dehors, avec des jumeaux en plus, avec une autre femme, et est allé dire en famille que c'est parce que sa femme ne voulait plus d'enfants, ce qui est faux. Par mesure de sécurité, si tu as les moyens, mets-le devant le fait accompli. S'il peut, il n'a qu'à fuir. Voilà. Franchement, le fait accompli, c'est ce qui crée parfois les divorces. Hein? Oui, effectivement, c'est ce qu'elle dit, cette téléspectatrice. Nous allons lire un autre message qui dit « Bonjour, Monsieur Roch. En ce qui me concerne, c'est le couple qui décide du nombre d'enfants, étant donné que c'est les 2 parents qui sont censés éduquer ensemble leurs enfants dans le monde réel. Mais de nos jours, on constate que beaucoup de femmes se retrouvent très souvent à éduquer les enfants pour de l'irresponsabilité de certains hommes qui deviennent juste des géniteurs et non des parents présents. Dans ce cas, si la femme peut décider du nombre d'enfants dans le couple, c'est une erreur de mettre le mari devant le fait accompli, d'autant plus que ça peut devenir un sujet de discorde dans le couple. Au XXIe siècle, une femme doit tomber enceinte seulement parce qu'elle le veut. On définit le nombre d'enfants en fonction des moyens financiers et de l'état médical de la femme. Faire peu d'enfants aujourd'hui permet aux parents de subvenir convenablement aux besoins des enfants jusqu'à leur indépendance financière. Voilà, c'est une autre dame qui le dit. Nous allons un autre message. Quelqu'un qui dit la pléthore d'enfants dans la misère ne fait qu'enliser tout le monde dans la précarité, sans issue et par ricochet, écourter l'espérance de vie. La misère se refuse et non s'hérite. Et la plus belle manière de la bouter hors de nos champs de vie, c'est de limiter le nombre d'enfants à faire. Ainsi, la qualité de vie va s'en ressentir et on pourra vivre un peu plus longtemps. Par ailleurs, l'avenir des enfants peut être mieux préparé car plus le diviseur est petit, mieux se sent le quotient. Nous ne sommes pas condamnés à vivre la misère, nous devons plutôt œuvrer à son éradication. Trop de bras valides sans travail décent, c'est l'insécurité absolue. Voilà.
C'est ce que nous a envoyé ce téléspectateur. Vous avez écouté ces quelques messages que nous avons partagés avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vient conforter un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, ça vient conforter parce qu'il faut avoir des enfants en fonction de ses moyens. Ouais. Si vous avez la capacité de supporter le nombre d'enfants que vous désirez, vous pouvez les faire. Mais vous savez, il y a quand même des gens qui disent, on entend des expressions, mais l'enfant ne va pas manger du sable. Et on en fait. Et curieusement, ces enfants sont de grands, ils sont très intelligents, ils réussissent même dans les villages. Est-ce que vous ne pensez pas que parfois il faut mettre un peu du bémol et fermer les yeux là-dessus? Oui. Moi, je suis ici d'une famille de 24 enfants. Dis donc. Félicitations à votre papa. À 24 enfants et il vit encore. Et il vit encore en bonne santé. Donc, malgré ça, je ne suis pas pour cette politique nataliste qui dit qu'il faut avoir beaucoup d'enfants. Non, je ne suis pas. Les temps ont changé. Oui, les temps ont changé. Les conditions socio-culturelles, ce sont ces conditions-là qui permettent d'avoir beaucoup d'enfants. Mon père, fils unique de sa mère. Donc, il est encouragé à avoir beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Il faut qu'il repeuple la basse-cour. Justement, donc il est allé compenser ce que sa mère n'a pas pu faire. Mais dans d'autres contextes, c'est le fait de chercher un sexe, par exemple. Ah oui. Je n'ai pas de garçon. Il a dit tout à l'heure, le socio-anthropologue, il faut continuer à chercher. Il faut continuer à chercher. Je connais un couple qui, aujourd'hui, c'est un couple d'enseignants du secondaire. Ils ont 7 enfants, rien que des filles. Wow. Donc, mais là, c'est une bénédiction. Finalement, ils se sont dit qu'il faut cesser, quoi. Ouais. Ils étaient à la recherche du garçon. D'un sexe masculin. Donc, ils n'en ont pas trouvé jusqu'à leur 7e geste. Toutes 7 filles sont là encore. Mais pourquoi veut-on forcément côte que côte avoir un garçon lorsqu'on n'a pas encore... Et même la femme, non, mais vous savez, surtout le garçon, même quand la femme n'a pas encore fait un garçon, elle n'est pas à l'aise. Elle se dit peut-être que mon homme ira chercher une autre femme dehors. Il fait l'héritier, il faut appeler les choses par le terme. Mais madame, pourquoi avez-vous ces sentiments? Nous sommes dans une société patrilinéaire parce que la filiation se transmet par le père. C'est pour ça que lorsque la femme n'a pas fait de garçon, elle se dit la descendance va s'éteindre. Mais avec le nouveau code, tout enfant peut porter le nom de son père et de sa mère. Donc même si vous avez des filles, si vous n'avez que des filles, les filles peuvent porter le nom de leur père, même mariées. Donc ça veut dire que la descendance va continuer à toujours se perpétuer. Donc, c'est un construit social. Et je voudrais dire ici... Mais je vous arrête pas, mais dans ce cas, est-ce que ce n'est pas déjà une décision du mari qu'il accepte que son épouse donne son nom de famille à ses enfants? Progéniture. Oui, c'est dans le code. Si elle veut, elle peut appliquer les tests. Hein. Wow. C'est le Bénin à légiférer et puis il n'est plus question de revenir en arrière. Est-ce que vous pensez que des hommes accepteraient le faire? Monsieur, vous accepteriez par exemple... Chez moi, ça va être difficile. Parce que vous êtes dans un environnement où vous avez encore la pression de la société. Justement. Mais ce que je vais dire et ce que je tiens à dire, nous voyons les questions de fécondité à travers le prisme de la patrilinéarité. C'est ça. Mais il y a des sociétés matrilinéaires où la filiation se transmet par la mère. Tout à fait. Donc, ce que nous disons ici, du côté de la pression de la société sur la femme, il y en a dans d'autres sociétés, c'est la pression qui se fait sur l'homme. Donc, il faut tout relativiser et dire le bien-être du couple, le bonheur de chaque famille dépend de la perception que nous avons de nous-mêmes et de ce que nous voulons pour nos enfants. Mais moi, j'ai quand même une question pour vous, madame. Est-ce que vous ne voyez pas quelque part des impacts négatifs de la limitation de naissance? Parce qu'ailleurs, on dit, je n'ai que 2 enfants, mais tout peut arriver. Il y a des couples qui, suite à un accident, ont perdu leur progéniture,
peut-être un seul enfant ou deux, et là c'est comme si on reprend à zéro. Est-ce que quelque part il n'y a pas d'impact négatif Quand de on la parlait chose de aussi? limitation de naissance, généralement quand on parle de limitation de naissance, on est au niveau de la politique. Au niveau de la politique, ça veut dire que l'État a décidé de limiter. Ce n'est pas le cas au Bénin. On parle de parenté responsable. C'est ça qui est dans notre politique de population. Mais si vous décidez, vous, en tant qu'homo economicus, en tant que ménage de limiter, on ne peut pas vous en vouloir. C'est une décision personnelle et une décision économique. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, madame, d'être passée dans cette émission. Je vous donne 30 secondes également pour votre mot de fin. C'est fini. Oui, je voudrais dire que pour moi, il ne faut pas limiter les naissances. Il faut faire des enfants selon ses moyens. Donc, espacer, surtout pour l'espacement entre des naissances. Et de deux, je voudrais revenir à ce que le sociologue disait. Il voulait entrer dans le cadre de la capture du dividende démographique. C'est-à-dire que la population, madame le ministre est là, la population active et la population inactive. C'est-à-dire les enfants de moins de 15 ans et les personnes âgées de la 4e génération ne doivent pas être en nombre supérieur à la population active. Donc il faut essayer de chercher le juste milieu pour contribuer, pour capturer, pour bénéficier du dividende démographique. Parce que c'est ça qui fera la force économique de tous les pays. Vous m'inviterez la prochaine fois pour ça, parce que c'est ma spécialité. La question du dividende démographique ne se limite pas seulement au ratio de dépendance. D'accord. C'est beaucoup plus profond. Très bien. Le dividende démographique, c'est un thème purement économique. Tout à fait. Très bien. Nous allons en parler. Vous avez pris le rendez-vous avec les téléspectateurs. Donc, ne vous en faites pas. Nous allons vous inviter très bientôt pour refaire le débat. Merci à vous. Merci. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous, d'avoir eu assez d'explications, de contributions par rapport à cette affaire de limitation des naissances. On a beaucoup appris au cours de ces échanges. Merci à vous, Monsieur Chatigre. Merci à vous, Madame Marie-Odile Atanasso. Eh bien, oui, nous allons enchaîner avec Us et coutumes. Notre berceau, c'est l'Ife. L'histoire de Yoruba commence par là. Oduduwa a quitté la Mecque parce qu'il ne voulait pas de l'islam, et passé par l'Éthiopie, le Soudan, et est allé quelque part où on dit il est fait, et qu'on appelle aujourd'hui il est fait. Vous savez qu'en pays Yoruba, il y a 7 grands royaumes. Un roi qui arrive à son gouvernement. Et ceux qui travaillent pour l'élection d'un nouveau roi, et on les appelle Afobadje dans le milieu Yoruba, les faiseurs du roi. Et quand il arrive, il a une organisation. Il a son premier ministre, ministre du commerce, ministre de la guerre, etc. Et là où il n'y a pas une organisation rigoureuse, la succession pose problème. Donc là où c'est bien organisé, on sait que c'est le tour de telle dynastie, voyez-vous, de tel lié royal, de telle famille royale. Alors quand c'est le tour d'une autre famille royale, c'est votre tour. Et c'est cette liée royale qui consulte, qui dégage le candidat à introniser. Et il va subir le rituel, les grandes étapes que l'aïeul avait suivi avant de monter au trône. C'est lui qui décide, parce que le terme majesté en Yoruba, Kabi ici, Kabi aussi. C'est lui qui nous rend compte de ces actes à personne. Voyez-vous. Mais le roi quand même, on dit
Après la divinité, c'est lui. Donc il a tout pouvoir. Le roi aussi, bien qu'étant le chef suprême, il ne peut pas faire tout ce qu'il a envie de faire. Il faut respecter, j'aime bien dire, les coutumes, les us et coutumes, les règles, les usages. S'il y a des choses qu'on ne fait pas au fait, ça arrive dans l'histoire. On bannit certains liens. On doit faire à poser des actes qu'on ne doit pas poser sur les us et coutumes. Nous étions là chez les Yoruba, Oui. on parlait de la royauté. Effectivement. Ouais. On a eu assez d'informations auprès du roi et universitaire, professeur Georges Bada. Ouais. Merci pour sa disponibilité. Ouais. En tout cas, grâce à lui, on a eu toutes ces informations. Ouais. Après, quand ils ont eu ces coutumes, nous allons enchaîner avec le prénom africain. Oui, nous allons enchaîner avec le prénom africain et nous sommes aujourd'hui dans l'ère culturelle Otamari. Découvrons ensemble le prénom du jour. Le prénom Nkwe, par exemple, signifie juste le 5e garçon. Alors, cela n'a vraiment aucune signification, outre que le rang que le garçon porte. Il est vraiment difficile de rentrer dans un village et de dire « je veux voir Nkwe » et de le retrouver. Ou de rentrer dans un village et de dire « je veux voir Ncha ou Mpo » et le retrouver. Parce que vous avez 10 000 Nkwe, 10 000 Mpo. Puisqu'il y a beaucoup de premiers garçons, il y a beaucoup de deuxièmes garçons, il y a beaucoup de premières filles Nko. Donc, vous ne pouvez pas dire Mpo ou bien Nko et les retrouver forcément. Donc, c'est bien que dans la communauté, celui qui portera Nkwe, on va nécessairement attribuer un autre prénom qui va permettre donc de l'identifier. Nous avons de plus en plus beaucoup de personnes qui portent ce nom-là comme nom de famille. Nkwe, comme Mpo, comme Ncha, comme Nata, comme Nda, comme Kwagu. En réalité, ces prénoms-là sont des prénoms d'ordre. Et on ne réfléchit pas pour les donner. Une fois que le premier garçon naît et on constate que c'est un garçon, on lui donne le nom, le prénom Mpo. C'est les yeux fermés. Le second est Ncha. Le troisième est Kwagu. Le quatrième est Nda. Et puis le cinquième est Nkwe. Le sixième est Nata. Ainsi de suite. C'est pareil également chez les filles. Les filles, par exemple, la première est Nko, la deuxième Tena, ainsi de suite. La subtilité qu'il y a, c'est qu'il peut ne pas être le 5e garçon de sa mère. Il se pourrait qu'il soit peut-être même le 2e ou le 3e, ou après. Parce qu'une mère qui n'a fait que peut-être jusqu'au 4e, donc il s'est arrêté à Nda. Et quand sa fille va commencer par faire des enfants, elle se dit, moi je n'ai pas fini d'attribuer mes noms, donc moi je continue en donnant les noms à ma fille. Les noms que je devais donner à mes enfants, à ma fille. Donc, le premier fils de sa fille, au lieu de s'appeler Mpo, s'appellerait Nkwe, mais c'est la suite des naissances de la maman. Vous pouvez entendre Nkwe comme Nkwei. C'est juste une variante dialectique. Ça veut dire, si vous êtes dans la plaine de Bukombe, ce sont les Betamaribè qui sont là-bas, et ils vont dire Nkwe. Mais quand vous êtes sur le plateau, dans la commune de Natitengu, le plateau de la Takora, dans la commune de Natitengu, Tukuntuna, vous entendrez Nkwe. Donc là, il y aura un ni qui va s'ajouter. Mais c'est toujours le même nom. Il ne change pas. C'est le même nom, c'est le même rang. S'il arrive qu'il soit le dernier enfant de la famille, lui aussi il est détenteur du pouvoir. Parce que, en général, c'est lui qui reste
à côté de son père avant sa mort. Puisque tous les autres jeunes hommes, les autres enfants, en grandissant, iront fonder leur foyer et bâtir leur habitation loin du papa. Et c'est le Benjamin, si c'est un Koué par exemple, si la femme s'est arrêtée en Koué et qui reste là, donc c'est lui qui hérite de ce pouvoir, c'est lui qui hérite des biens, c'est lui qui hérite, pas des biens, j'allais dire spirituels ou sociologiques, c'est lui qui reste dans la maison du papa. En tant qu'enfant de vers la fin là, ils ont des comportements de fils à papa parce que c'est lui qui reste avec le père, c'est lui qui connaît tout, c'est le plus taquin, etc. etc. Voilà, on a eu beaucoup d'informations. Oui, c'est un prénom bien particulier. Moi, je dirais même que c'est un nom commun. Oui, un prénom. Un prénom. Oui. Et c'est un nom de famille. Tout à fait. Il est le Benjamin. Oui. À certains endroits. Oui, il est l'aîné. Il est l'aîné à d'autres endroits. Il faut surtout retenir que d'abord, il est le 5e enfant de la famille. C'est à ce 5e enfant qu'on donne le prénom Nkwe. Nkwe. Voilà, lorsque la mère fait jusqu'à 5 enfants, l'enfant porte ce prénom. Maintenant, il a expliqué, si la maman s'est arrêtée peut-être à 3 enfants. Comme on parlait de limitation de naissance, par exemple. Tout à fait. Oui. Sa fille ou bien son fils qui commence à faire des enfants peut continuer, c'est-à-dire si c'était par exemple au 4e enfant, eh bien le premier enfant de la fille ou bien de son fils peut porter le prénom Nkwe. Donc, il peut ne pas être forcément... Dans la continuité. Voilà. Il peut ne pas être forcément le 5e enfant, mais être le premier ou le 2e et porter ce prénom. C'est un prénom assez original. Franchement, original, très génial. Oui. Alors, et je pense qu'il y a un ordre. Quand c'est fait comme ça, bon, je crois que ça se suit. Et lorsque vous entendez ce prénom, en même temps, vous pouvez déjà avoir une explication. Aujourd'hui, moi, je sais déjà que si je vois quelqu'un à qui je demande son prénom et qui me dit « je m'appelle Nkwe », en même temps, je peux lui dire, tu es le 5e enfant de ta famille ou bien... Encore que là, vous le laissez carrément vous dire, je suis le 5e, le premier ou le dernier. En tout cas, je vais mieux comprendre tel que sa ça position. se passe au niveau de l'aide culturelle, font par exemple, où on donne les prénoms africains en fonction parfois du jour de naissance de l'enfant. Mais là, c'est en fonction de la position. Oui, oui, oui. En fonction du jour de naissance et aussi en fonction des conditions dans lesquelles l'enfant est venu au monde. Oui. C'est peut-être surtout ça. Un enfant qui a été longtemps désiré et que finalement c'est venu, on peut dire, Senami. Vous voyez, des prénoms comme ça. Senami. Mais là, ça suit un autre. Un autre, effectivement. Voilà. En tout cas, on salue tous les Nkwe qui nous suivent ce matin sur nos Pinden. Oui, nous les saluons. Merci toujours de nous suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire à présent? Nous allons regarder, c'est l'instant capture. Ouais. Oui, la capture de ce jour, nous allons voir avec l'aide du réalisateur du jour l'image que les chefs d'édition nous ont retenu. Voilà, c'est un discours, c'est une bande dessinée que nous allons essayer de lire aux téléspectateurs. Oui, est-ce que vous pouvez nous aider rapidement? On va voir rapidement. Je vois un peu... Oui, la bande dit, apparemment c'est un monsieur qui va en mission et sa femme était en train de prier pour lui. Vous voyez, le monsieur va en mission, la femme prie pour lui et elle dit, Seigneur, mon Dieu, je te prie de veiller sur mon mari durant sa mission à l'extérieur. Et il dit Amen. Et il dit Amen. et le monsieur dit, non, la femme dit, mon Dieu, éloigne de lui les voleuses de mari, afin qu'il ne tombe point dans l'adultère. Cet Amen est plus petit. Oui, cet Amen a diminué d'intensité. Et la femme continue, elle dit, et si jamais il tombe quand même, Seigneur, rends-le en même temps impuissant. Là, il n'y a même plus d'Amen. Il n'est pas d'accord. Et c'est pas fini, hein, c'est pas fini la prière. Elle dit, et s'il insiste, Seigneur,
Coupe-le-lui. Et puis en même temps, le monsieur dit, oh, ça va là. C'est quoi même? D'ailleurs, je n'irai même plus en mission. Tu es contente? Donc, la mission même là, en fait, la dame a compris. Hein? Oui. Oh là là, ça fait bien marrer. Il va plus en mission. On risque d'être impuissant. Oui. Merci beaucoup à vous, Fulgensia Moutondi, pour nous avoir proposé cette capture. Oui. En tout cas, à bon entendeur, salut. Oui, à bon entendeur, salut, effectivement. Oui, heureuse. Oui, Rock. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Oui. C'est l'instant éco et nous allons parler de l'ananas. L'économie autour de l'ananas, voilà. Oui, c'est ça. L'économie de l'ananas retient notre attention aujourd'hui. Mesdames et messieurs, il faut dire que le climat du Bénin est favorable, très favorable à la production de ce fruit avec une température comprise entre 22 et 24 degrés. Effectivement, un grand atout, hein, je dirais, qui fait de certaines zones les meilleures en production d'ananas. On peut citer d'ailleurs Abomey-Calavi, Alada, Pomassé, Ouida, Tofor, Tori et Zé. Et les volumes de production sont actuellement de l'ordre de 400 000 tonnes par an. La production d'ananas est dominée par les petits producteurs dont les superficies emblavées ne dépassent pas souvent 0,5 à 1 hectare par personne. Et les rendements des petites exploitations sont de l'ordre de 22 tonnes par hectare contre 70 tonnes par hectare pour les exploitations modernes selon les acteurs de la filière. Oui, et il faut dire que les autorités béninoises estiment le nombre d'acteurs impliqués dans la production d'ananas à 10 000 personnes et à près de 100 000 personnes directement ou indirectement impliquées dans la filière, c'est-à-dire la production, la transformation et le transport. Et oui, il faut dire que cette activité est pratiquée par les populations rurales et acteurs économiques privés, mais aussi par des fonctionnaires qui ont saisi les opportunités que propose la filière. En 2016, une nouvelle technique de production d'ananas a été mise en place à partir du film polyéthylène. Elle permet aux producteurs d'ananas au Bénin d'accroître considérablement leur rendement. Avec cette technique, certains producteurs ont vu leur rendement passer de 35 à 70 tonnes d'ananas par hectare. Oui, et il faut dire que l'ananas est destiné à plus de 95% à la vente et fait de plus en plus l'objet de transformation par certains groupements de femmes en jus d'ananas, l'ananas du Bénin, très bien connu déjà à l'international pour sa qualité exceptionnelle, surtout le pain de singe, le pain de sucre. Effectivement, effectivement. Et si depuis plusieurs années l'exportation, j'allais dire, de l'ananas du Bénin, notamment de la variété pain de sucre dont vous parliez tantôt. Ouais. Alors, en septembre 2017, une plateforme officielle a été créée pour les acteurs du secteur pour mieux conduire le processus avec l'implication d'institutions internationales et nationales. Et cet acte, qui est un préalable à une meilleure organisation de la filière, vient après un événement majeur qui crédibilise davantage la qualité du produit. En somme, l'expérience montre que sur une production de 244 230 tonnes en 2016, 85 170 ont été transformées en jus, on parle bien sûr de l'ananas, en jus pour le marché intérieur, et 1020 tonnes contrôlées et certifiées en 2017, dont 832 sur les marchés de l'Union européenne. Voilà, ce sont des informations que nous tenons à partager avec vous. Oui, l'ananas du Bénin est très demandé à l'international. Nous allons féliciter, encourager les producteurs à emblaver davantage de superficie. Oui, heureuse. Il est revenu sur ce plateau. Pasteur Zan. Pasteur Zan est revenu pour encore plus d'humour. Oui. Pasteur Zan. Parce que nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Madame Heureuse. Madame Heureuse. Voilà. Heureuse. Heureuse. Oui. Heureuse. Vous ne voulez pas être heureux? Ah, d'accord, heureuse. C'est formidable. Tu vois, par exemple, vous voyez, il y a des prénoms, quand vous avez ça dans votre foyer, vous avez tendance à continuer la naissance parce que vous êtes tout le temps heureux. Donc, vous allez tout le temps faire des choses. Vous n'allez pas limiter. Ah bon? Ah ouais, c'est sérieux. Tu vois, monsieur Rock, moi, je vais peut-être surprendre les téléspectateurs
Parce que je donne toujours l'exemple de moi-même, pasteur Zan. Tu vois, je suis témoin des faits et c'est par rapport à ça que je réagis souvent. L'histoire de limiter ou ne pas limiter là, je vais emprunter l'expression de Madame la ministre qui dit que la maladie est proportionnelle à celui qui en souffre. Tu vois, allez demander à un chauffeur si la naissance de ses enfants ont le même prix. Et il va te dire non. Déjà la naissance, hein? Oui, la naissance, tu vois, la naissance des enfants là, ça varie d'un individu à un autre. Tu vois, quelqu'un qui a mis un enfant au monde à Lada, son coût est différent de quelqu'un qui a mis au monde un enfant à Aboumé. Tu vois, et ça varie Et effectivement, quelqu'un qui a mis un enfant au monde par voie basse, le coût est différent de quelqu'un qui a mis un enfant au monde par césarienne. Tu as compris ce que je dis là. Par exemple, tu vois, moi je peux dire que je suis du 21e siècle. Mais mon papa aussi 21e siècle. Et du coup, on est à l'image de ce que les parents nous ont inculqué dans la tête. C'est l'héritage. L'héritage n'est pas que matériel. Il y a aussi l'héritage d'enfants. Tu vois, la quantité d'enfants que moi, mon papa peut-être a laissé, ça peut aussi inspirer parmi les enfants. Tu vois. Et toi, tu continues. Non, ça arrive. Tu vois. Et moi, par exemple, moi, pasteur Zan, moi, j'ai compris la tradition. Les gens mettent beaucoup d'enfants parce que la grenouille, c'est après ça qu'on connaît sa longueur. On ne connaît pas la longueur de la grenouille quand la grenouille elle est vivante. Donc c'est après la mort qu'on connaît. Ah, la grenouille là, à telle longueur, à telle, tu vois, on connaît la longueur. Maintenant, nous les Africains, on n'est pas comme des Blancs. Quand on met au monde des enfants, on prévoit les akonka. Tu vois les enfants akonka là, les enfants qu'on a éduqués. Ça veut dire quoi? Les enfants akonka, les enfants qu'on a éduqués et qui ont refusé par l'esprit d'écouter leurs parents. C'est les enfants qui n'ont pas de débouché dans la société. Tu vois, on a tout prévu. Donc quand l'individu fait 10 enfants, il sait qu'il y a les enfants akonka, des femmes. Tu vois. Donc on a les bons, on a les mauvais. On a les bons, les mauvais. On ne peut pas dire que mon enfant là, voici les bons à côté. On a tout prévu. Donc tu vois, quand tu fais 2, ou bien tu fais un enfant, et que c'est celui-là qui devient conca, tu vois que ta destination est finie. Donc quand tu fais plusieurs, tu as la chance d'avoir au moins certains qui vont vraiment s'occuper de toi. Tu as la chance d'avoir ceci, tu as la chance d'avoir les akonka. Mais c'est lorsqu'on ne s'occupe pas de leur éducation qu'ils deviennent des akonka comme vous. Non, mais tu sais, il n'y a aucun parent qui met au monde un enfant qui dit je ne veux pas m'occuper. Non, il y en a. Je vais t'expliquer. Mais tout ne suffit pas d'injecter de l'argent. Vous êtes prêt à en faire jusqu'à combien? Non, moi, je suis prêt à en faire parce qu'il y a beaucoup de femmes qui elles ont étudié, elles ont l'argent, mais elles cherchent l'enfant là. Elles n'ont pas encore trouvé. Moi, je dispose de spermatozoïdes en quantité pour en disposer pour tous ceux qui veulent. Pour l'équilibre. Pour l'équilibre. Lorsque vous quittez Cotonou pour Aboumé, regarde l'espace vide qui est dans ce tronçon là. Et on doit combler tout ça avec des enfants. Il faut occuper l'espace là pour qu'on sache que quand même, tu vois, moi je suis le contraire par rapport. Tu vois, moi je suis un bon béninois. Tu vois, et c'est les Blancs qui ont des soucis d'enfants parce qu'ils demandent le choix de manger aux enfants. Moi, mon papa ne m'a jamais demandé. On ne fait pas la pâte à tout le monde. Le choix est unique, universel, voilà. Vous mangez sans question. Il faut varier. On varie le 31. Oui, on varie le 31 décembre, 25 décembre. Vraiment avec les cassoulets. Avec les cassoulets. Avec les riz. Bizarre, voilà, donc, en fait, moi je ne dis pas que mon choix c'est mon choix. C'est mon choix. C'est moi. On vous aura compris, pasteur Zan. C'est pasteur Zan. Voilà. Oui, pasteur Zan, merci beaucoup. Nous allons à présent, puisque nous le disions depuis le début de cette émission. Oui. Gilles Hamel, tu es au top. Tu es assez gant. Assez gant. Il sait déjà ce que l'on demande. Oui, bien sûr. C'est un très bon réalisateur. C'est lui qui nous accompagne depuis le début de cette émission et nous fait déjà écouter Masterkind dans Vovoé. Et nous allons sérieusement danser maintenant. Nous allons sérieusement danser maintenant. Alors, on y va? Allez-y. Moi, j'adore danser. Akuno ikome ochi managle wero de fuego do mi tonio kerele no le no to enigle au mana to we managle akuno ikome oto we managle mi jo mi do ma foja ovo se no do minjielo mama lune ovo we jo bo muzani ku mi jo mi do ma foja ovo se no do minjielo mama lune
me demande we when wero uve me. Oh, maua se degbetwe banule bina maché when nous est qu'on repas. Mon frère, tu n'as pas raison. Laisse ta jalousie, l'hypocrisie, ça n'apporte rien. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. C'est le dernier numéro de cette semaine. On va se donner rendez-vous lundi prochain, non pas demain. Rendez-vous lundi prochain. Déjà. On est mercredi. On se donne rendez-vous lundi prochain à partir de 6h30. Prenez donc le rendez-vous avec d'autres thématiques que nous allons développer. Continuez à chanter. Nous vous laissons savourer donc cette belle mélodie de Master Kid. Excellente journée à vous. Master Kid. Voilà, au revoir. Ni we forma ni mereton vero foro vivo me comero fama no kutaku e we zombo jire mi ni we forma ni mereton